Moi, je rêve d'un gouvernement qui est fait d'hommes d'État, qui dépasse leur idéologie pour le bien du pays, à savoir revoir un peu la fiscalité, remettre le contrat social sur le premier plan, parce que je pense que notre modèle aujourd'hui économique et social touche à sa fin. De grâce, prenez des mesures pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, de façon à ce qu'elles puissent continuer à tirer leur épingle du jeu sur la scène européenne. Une réglementation qui favorise les investissements dans les infrastructures numériques liées au réseau et à la cybersécurité. Il y a une prise en considération du rôle essentiel que les filières minérales jouent et peuvent jouer dans la transition climatique, énergétique et circulaire. Des mesures pleines de créativité pour booster l'innovation dans nos entreprises. Une vision stratégique pour la Wallonie et ses entreprises qui ont un rôle essentiel à y jouer. Nous avons besoin, en tant qu'entrepreneurs, d'avoir un futur gouvernement qui nous apporte cette stabilité, cette clarté et une vision entrepreneuriale qui nous anime. Une bonne compréhension et une bonne collaboration entre le monde politique et l'industrie. Il est essentiel qu'on puisse avoir un plan stratégique au niveau de la transition énergétique pour qu'on puisse tous ensemble atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Que les investissements soient faits de manière à pouvoir avoir l'infrastructure nécessaire au verdissement de la mobilité et à maintenir un flux économique qui soit plus respectueux. Nous avons besoin d'un cadre et d'une vision claire des politiques sur l'esprit d'entreprendre afin de créer un terreau fertile à l'entrepreneuriat pour notre région. Il nous faut un gouvernement qui va attaquer la pénurie de chauffeurs, autocars et autobus. Nous demandons un cadre qui nous permette d'accélérer la transition et d'être compétitifs par rapport à nos concurrents. Les maisons de repos ont été soutenues par le gouvernement wallon, notamment pendant la période Covid. Mais les chantiers restent importants. Le secteur fait face encore aujourd'hui à des normes totalement inadaptées. Nous faisons face à une pénurie de personnel totalement exceptionnel. D'agir sans tarder, nous attendons, les entreprises, la société civile, des actions claires en faveur de l'environnement. Il est important que le monde politique puisse reconnaître le rôle essentiel, moteur des banques dans le financement de l'économie. Ce que nous souhaitons, c'est que le cadre dans lequel nous opérons puisse être décomplexifié, simplifié pour encore accélérer le mouvement. Faire de la région wallonne un exemple au niveau mondial dans la lutte contre le changement climatique en soutenant de manière ambitieuse, de manière engagée, des projets d'ampleur portés par l'industrie cimentière. Des mesures et des propositions qui encouragent l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes, plus de projets et d'investissements dans le secteur de l'éducation numérique, bien sûr encore quelques simplifications au niveau de la création d'entreprises et pour finir, un accès facilité aux capitaux pour nos PME aux différents stades de leur développement. On souhaite que le prochain gouvernement wallon ramène la réalité de terrain au centre de ses politiques. Que le gouvernement wallon fasse de la transition énergétique sa priorité et se donne les moyens de cette priorité, mais pas que, aussi des moyens humains, former des gens, mettre tout le monde autour de la table pour avancer dans une même direction. L'objectif, c'est clairement la réduction de la pauvreté. Comment? Par une accélération de la mise à l'emploi, aussi bien des chômeurs et en particulier des chômeurs de longue durée que des malades de longue durée. Ik verwacht een sterker Wallonië, een partnerschap met Vlaanderen. Op het vlak van werkgelegenheid en ondernemerschap. Een effectief partnerschap voor een duurzame België. Il va falloir que le prochain gouvernement accompagne et aide les entreprises dans les différentes transitions ambitieuses qu'elles doivent réaliser, et ce, tant en termes d'énergie, de digitalisation, de durabilité et de formation des talents. Puisse le futur gouvernement travailler sur le sujet de la gouvernance, dans un souci d'efficacité. Des réformes qui vont favoriser l'emploi, mais malgré tout une certaine stabilité pour les employeurs, qui vont permettre d'éviter trop de réformes sociales ou de réformes fiscales qui ont un impact assez important pour nous au niveau de la mise en place, alors que c'est important pour nous de pouvoir se concentrer sur notre métier. Que le gouvernement présente un vrai projet qui permettra à nos entreprises de saisir toutes les opportunités de croissance, notamment au sein de l'Europe. Je rêve que les futurs gouvernements travaillent ensemble avec les fédérations industrielles, les représentants des secteurs et de la société, les acteurs de l'innovation et de la formation sur une véritable politique industrielle. Moins de divergences et d'escarmouches sur des sujets futiles et plus de convergence sur des sujets fondamentaux. Il est plus que temps pour notre planète, il est plus que temps pour nos travailleurs et pour l'emploi, et il est plus que temps pour nos entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés. Je suis vraiment ravie de vous accueillir toutes et tous ici ce soir. Alors, on vient de l'entendre. Les attentes des chefs d'entreprise, elles sont nombreuses. Je dirais même les espoirs, plus que des attentes. Et assez alignées, d'ailleurs.
Mais ce soir, ce n'est pas uniquement de l'avenir des chefs d'entreprise dont il va être question. C'est de notre avenir à toutes et tous, nous qui vivons ici, en Wallonie. Alors, soyons lucides, cet avenir, il faut bien dire qu'il ne fait pas rêver. Il fait davantage peur qu'il ne fait rêver. Que ce soit à l'échelle globale, avec les tensions qu'on connaît, les guerres, les tensions géopolitiques, le dérèglement climatique, ou en Wallonie, avec les crises successives qu'on a connues, une forme d'insécurité budgétaire, une insécurité aussi sur le financement de notre sécurité sociale, plus largement de notre bien-être. Avec au bout du compte cette question, est-ce que nos enfants et nos petits-enfants sont-ils condamnés à vivre dans une Wallonie moins prospère, moins solidaire et sur une planète moins hospitalière? Non, bien sûr que non. Car nous toutes et tous, dans cette salle et en dehors, les autorités publiques, les acteurs économiques, les acteurs de l'écosystème que vous représentez, nous avons le pouvoir de recréer un avenir qui soit désirable. Le business as usual n'est plus une option. Heureusement, le changement a déjà commencé. Il a commencé dans les entreprises, mais pas seulement. Il a commencé partout. Et ce changement, nous devons l'accélérer, nous devons le renforcer. Mesdames, Messieurs, j'ai la conviction, sinon je ne serais pas ici devant vous, que les entreprises sont le moteur de cette transformation dont nous avons besoin. Ce n'est pas le seul moteur, mais c'est un moteur essentiel. Je suis aussi convaincue qu'une nouvelle ère industrielle est possible, une nouvelle ère décarbonée, foisonnante en innovation, est possible en Wallonie. Alors, l'heure n'est plus au débat sur les objectifs, sur les grands objectifs, sur les obstacles. Pour prendre notre destin en main, nous sommes tous d'accord. Nous devons nous réapproprier cette faculté de produire, d'innover, de transformer sur notre sol en Wallonie avec audace, avec courage et surtout avec clairvoyance. Pour cela, on a 4 grands défis qu'on voudrait relever ensemble, et j'insiste sur le mot « ensemble ». Et le premier ne va pas vous étonner. Premier défi, nous devons mobiliser les talents. Deuxième défi, la Wallonie doit investir dans la capacité des entreprises à opérer cette transition. Et je le vois tous les jours, les entreprises sont un levier. Troisièmement, nous devons augmenter l'impact industriel local de la recherche et de l'innovation. Nous sommes bien classés en recherche et innovation, on est parmi les leaders européens. Il faut maintenant capitaliser là-dessus pour développer un impact industriel sur le territoire. Et enfin, 4e défi, l'acteur public doit être le partenaire de la transition. Et je dirais même, l'acteur public doit être notre partenaire de prédilection dans cette transition. C'est sur ces 4 défis que nous allons, dans un instant, entendre nos 6 invités. Alors concrètement, je vous propose un débat découpé en 4 parties, selon les 4 défis que je viens d'expliquer. Pour chacune de ces parties, nous proposons une mesure. Alors, vous imaginez bien, une mesure parmi des dizaines qui sont dans notre mémorandum, vous imaginez que le choix n'a pas été facile. Ce n'est pas une mesure miracle, on ne croit pas au miracle. Ce n'est pas la plus importante. Non, cette mesure a été choisie parce qu'elle prouve que quand on avance ensemble, on va plus vite et plus loin. Elle illustre cette notion de confiance et de partenariat qui sont les fils conducteurs de notre mémorandum cette année. Car, mesdames, messieurs, à l'Union wallonne, on est aussi convaincus qu'il s'agit de sortir maintenant des clivages stériles, des slogans, de l'idéologie, des simplismes. Reconnaître la complexité des situations, ce n'est pas forcément être plus mou, ce n'est pas être moins assertif, c'est savoir écouter et savoir entendre qu'il y a parfois quelque chose d'intéressant dans l'opinion de l'autre. Et c'est ce dont sans doute nous avons le plus besoin, au-delà de partager une vision commune, c'est de nous entendre sur les moyens d'y arriver. Alors, avant d'inviter nos présidents de parti ou leurs représentants à me rejoindre sur scène, je vais vous informer, vous donner quelques modalités de l'organisation du débat qui va suivre. Alors, 60 minutes, c'est court pour un débat. Je serai attentive à ce que chacun d'entre vous puisse disposer du même temps de parole, et la technique et mes collègues vont m'y aider. Je pense que ça, j'en aurais bien besoin d'ailleurs. Voilà. Les présidents de parti ont eu l'occasion de nous faire part des thèmes parmi les 4 que j'ai cités tout à l'heure, sur lesquels ils souhaitaient vraiment s'exprimer. Alors, si le temps le permet, peut-être pourront-ils également s'exprimer sur d'autres thèmes parmi les 4 que j'ai cités.
Mesdames, Messieurs les politiques, nous sommes ici pour vous écouter, pour entendre vos réactions aux propositions que nous mettons sur la table et vos autres propositions aussi pour avancer ensemble. Ce n'est pas un débat entre l'Union wallonne et les présidents de parti. Bien sûr, je devine que j'aurai envie de réagir à des choses qui seront dites dans l'heure qui vient, ça c'est sûr, et je suis persuadée que beaucoup de gens dans la salle aussi seront probablement en train de trépigner sur leur chaise pour réagir soit positivement, soit négativement, mais ce n'est pas le moment. Dès demain, je reprendrai mon bâton de pèlerine et je poursuivrai les discussions avec vous dans l'espoir de créer un consensus fort autour des propositions qu'on met sur la table. Voilà, je vous invite maintenant à me rejoindre sur scène. Alors, M. Gollet, voilà. Voilà, on vous a déjà montré. Hein, voilà. Alors, nous avons un petit souci de timing et d'embouteillage, donc malheureusement, Madame Montréal aura un peu de retard. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre rapidement. Voilà, je pense qu'elle est retenue un peu dans les travaux parlementaires et les embouteillages qui s'en suivent. Voilà. Donc, bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés. Alors, une petite information supplémentaire. Chacun des intervenants dispose de 3 petits panneaux, comme vous allez voir, hein, vert, orange et rouge. Donc, chacun ne s'exprimera pas sur toutes les propositions, mais au moins, vous pourrez connaître l'avis des uns et des autres, rien qu'avec ce petit panneau, qui n'est pas noir ou blanc, hein, comme vous le verrez. On va voir ça plus tard. Alors, je vous propose de commencer par le premier thème, qui est le thème de l'emploi, en regardant le témoignage qui va suivre. Je m'appelle Arnaud Virondel, co-gérant de la société Isolution. Isolution, société dans l'isolation et la ventilation, basée ici à Namur. La société a été fondée il y a 13 ans par un ingénieur civil qui, lui, l'a développé d'une feuille blanche jusqu'à une belle structure de 12 personnes, lui compris. On est passé donc de cette belle structure de 11 personnes jusqu'à aujourd'hui 44 personnes. Donc on est super content de pouvoir dire qu'on a quadruplé l'effectif. Alors c'est vrai qu'une des difficultés qu'on retrouve, c'est la perception du secteur de la construction. C'est encore considéré comme pas très sexy, assez dangereux, mal rémunéré et un peu sale, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. Un des services assez incroyables que le Forum propose, c'est le service coup de poing pénurie. Ça fonctionne de la façon suivante. Ils organisent plusieurs séances d'infos et pendant ces séances d'infos, l'entreprise rencontre toute une série de candidats. Le candidat, en fait, à l'échéance de la formation, aura qu'une seule possibilité d'employeur, c'est Isolution dans ce cas-ci. Et à l'échéance de cette formation, on pourra directement engager entre 8 et 10 personnes. Le Forum s'implique aussi dans tout ce qui est reconversion. Donc ça veut dire que les personnes qui sont venues postuler chez nous, après avoir fait les formations chez le Forum, ne venaient pas nécessairement tous de la construction. On avait des profils qui étaient des matheux et qui aujourd'hui en fait sont rentrés dans la construction parce que le Forum leur a dit écoutez, vous avez un profil qui pourrait super bien correspondre à ce secteur, je vous propose d'aller les découvrir et donc on les a rencontrés de cette façon-là. Mon parcours chez Isolution, elle est arrivée par une simple formation au Forum. Alors cette reconversion s'est passée simplement par de la curiosité. Je suis architecte d'intérieur de base, je suis arrivée là vraiment bêtement. Et au final, j'ai adoré cette formation. Je m'épanouis énormément dans la fonction dans laquelle je suis aujourd'hui en tant que gestionnaire de projet et on ne fait que grandir dans cette société. Venez chez nous, il y a de l'emploi et ce sera un métier durable. Alors on vient de le voir, c'est un bel exemple, ça, de collaboration. Bel exemple, mais trop rare. Alors, tout le monde le sait, il y a 45 000 offres d'emploi non pourvues en Wallonie, et en parallèle, il y a 220 000 demandeurs d'emploi. À côté de ça, au Forum, on a moins d'une personne sur 4 qui est affectée à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Vous l'aurez compris, l'équation est impossible. Nous devons nous y prendre autrement. La proposition de l'Union wallonne consiste à mettre nos forces en commun. Alors, concrètement, quelle est la proposition que nous mettons sous la table et que nous soumettons à votre avis? Nous proposons de doubler la capacité d'accompagnement des demandeurs d'emploi, bien sûr en mobilisant le Forum, mais en permettant aussi au Forum à faire appel aux acteurs privés.
Alors, je ne sais pas. Monsieur Boucher, est-ce que... Non, pardon, j'oublie de vous faire voter. Vous devez d'abord voter. Est-ce que vous pouvez voter sur cette proposition? Est-ce que vous pouvez nous suivre? Vous avez donc le choix entre trois panneaux. Je vois déjà beaucoup de verts. Ah, là, il y a un petit doute, un peu d'orange. Voilà. Donc, je pense que tout le monde a pu voir votre réponse. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par vous, Monsieur Boucher. Est-ce que vous voulez réagir sur cette proposition? Bien, tout d'abord, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et l'organisation de cet événement. Effectivement, vous savez, moi j'aime la Wallonie. Et je pense que quand on aime quelque chose ou quelqu'un, le premier devoir qu'on a à l'égard de cette personne, c'est de lui dire la vérité. Et aujourd'hui, le plus grand problème de la Wallonie, c'est l'emploi. Alors, j'ai beaucoup entendu sur des questions climatiques. Je peux vous dire que par rapport aux autres régions européennes, aux autres régions belges, la Wallonie, ça va. Il y a bien évidemment des efforts à faire, mais, et il faut aussi, là, regarder la réalité, vu que les critères en matière de climat sont fixés sur des références d'émissions de 1990, eh bien, la désindustrialisation de la Wallonie a eu un impact en la matière. Et donc, je trouve toujours assez peu élégant quand, du côté francophone, on reproche à la Flandre de ne pas en faire assez en matière climatique. Mais quand vous venez d'une des régions européennes les plus densément industrialisées versus une région qui malheureusement a connu depuis autant d'années une désindustrialisation, vous ne pouvez quand même pas non plus jouer sur la même scène. Mais donc, quand vous analysez l'ensemble des paramètres, le plus grand problème de la Wallonie, c'est l'emploi. On a 12 points de retard de taux d'emploi par rapport à la Flandre. Et donc, l'emploi est un enjeu à la fois pour nos finances publiques, c'est un enjeu pour notre cohésion sociale, mais c'est aussi un enjeu pour l'avenir du pays. Parce que tant qu'on gardera ce différentiel, on alimentera certaines thèses par rapport à la Wallonie, on alimentera des divisions. Vous savez, l'absence d'un taux d'emploi plus important a des conséquences dans tous les secteurs de la société, même ceux auxquels on s'attend le moins. Par exemple, eh bien, si vous avez moins de gens qui travaillent, vous avez moins de moyens à investir dans les politiques culturelles, dans les politiques sportives. Souvent, moi, j'ai des gens qui me disent « Mais comment se fait-il que les trottoirs sont en moins bon état par rapport quand je vais en Flandre ?» Mais c'est normal, ça a un impact sur vos recettes, donc sur vos recettes régionales, sur vos recettes communales. Et donc l'emploi est vraiment la seule manière de redéployer la Wallonie. Alors par rapport à la proposition que vous faites, moi je trouve que vous êtes extrêmement gentil. Je vous trouve d'ailleurs très gentil depuis le début de la soirée par rapport à la situation de la Wallonie, tant mieux. Mais je vous l'ai dit, parfois la gentillesse n'est pas toujours le meilleur sentiment si on veut résoudre les choses. Et donc, oui, bien évidemment, plus d'acteurs privés, mais j'irai plus loin. Il faut que les acteurs privés, alors, soient subventionnés, non pas au prorata des formations qu'ils organisent, mais bien au prorata des gens qu'ils mettent à l'emploi. Il ne faut pas de la formation occupationnelle. Il faut à un moment donné dire, vous avez 10 personnes, il y en a 8 qui ont été au travail, eh bien, vous avez 8 dixièmes de la subvention. Ce qui forcera quoi? Ce qui forcera de la formation dans des secteurs en pénurie. Ce qui amènera les organismes de formation à mieux travailler avec les entreprises. Et ça, c'est le deuxième volet. Quand on parle d'acteurs privés, il y a bien évidemment toute une série de structures privées de formation, mais il y a surtout les entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui savent mieux que quiconque la main-d'œuvre dont elles ont besoin. Et donc, on doit soutenir et transférer une partie des budgets de formation aujourd'hui vers les entreprises, en leur donnant ces moyens au prorata des nombres de gens qu'elles engagent également. Un dernier mot pour ne pas être trop long, mais on pourra en parler pendant des heures. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un élément majeur, et en particulier en matière de politique d'emploi, c'est que nous devons renforcer l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, le budget du Forum, c'est 2,5 milliards. C'est colossal. On a encore 220 000 demandeurs d'emploi. Il y a 200 000 vacatures en Belgique. Donc, à un moment donné, il faut quand même conditionner les moyens publics, évaluer les résultats aussi des directeurs d'administration sur la base d'un plan de route avec des résultats. Vous avez obtenu, c'est très bien, vous avez une gratification, vous n'avez pas obtenu, il doit y avoir au minimum des explications qui sont données. Et enfin, un dernier élément qui doit être évalué, c'est la question des aides à l'emploi.
Aujourd'hui, les aides à l'emploi en Wallonie, c'est 1,6 milliard d'euros. Est-ce que toutes ces aides à l'emploi sont véritablement des leviers qui permettent à des gens de trouver un emploi et que ces gens ne l'auraient pas trouvé dans d'autres circonstances? Je n'en suis pas certain. Il faut donc pouvoir les rediriger, par exemple, prioritairement sur les métiers en pénurie, pour que les bas salaires dans les métiers en pénurie eh bien, aient une gratification et un écart plus élevé par rapport aux allocations sociales. Voilà beaucoup de pistes qui vont certainement faire débat et dont on discutera certainement à l'avenir. Merci, Monsieur Boucher. Monsieur De Smet, vous souhaitez également réagir sur ce thème? Oui, bonsoir d'abord et Bonsoir. merci de l'invitation à l'événement, d'autant plus touché que je suis le seul bruxellois du panel. Mais voilà, je préside un parti qui est aussi wallon. Et la structure de l'emploi, on connaît les mêmes problèmes de toute manière. On a des taux d'emploi qui sont assez proches. Nous avons les mêmes difficultés en termes de formation. En Wallonie, comme à Bruxelles, vous avez plus d'un jeune sur deux dont le diplôme maximum ne dépasse pas le secondaire inférieur. Et je crois, et j'y reviendrai peut-être lors d'une autre question, que les Wallons et les Bruxellois ont beaucoup plus sur ce terrain-là à faire ensemble que séparément dans d'éventuels replis régionalistes. Alors, pour être concret, et ça, notre expérience au gouvernement bruxellois sur l'emploi et la formation nous le donne et nous le confirme, quelles sont les compétences qu'il faut valoriser avant tout? Et pourquoi est-ce qu'en effet, c'est extrêmement important d'aller chercher ces compétences là où elles sont, dans des partenariats avec les entreprises notamment? Nous, on a constaté que dans cet environnement extrêmement changeant, où vous avez des avancées technologiques qui rabattent les cartes en permanence, je pense notamment à l'intelligence artificielle. Personne ne peut dire quels métiers vont disparaître et quelles nouvelles opportunités de métiers vont apparaître. Il faut investir dans des compétences qui sont polyvalentes. Et donc nous, on met le paquet à Bruxelles, mais je sais que c'est aussi une visée en partie en Wallonie, sur les langues et le numérique. Théoriquement, avec ça, toute une série de jeunes et de moins jeunes qui sortent de l'école et qui ne savent pas par où commencer pourront développer des compétences leur permettant de continuer à se former eux-mêmes dans un environnement changeant. Deux éléments, je crois qu'il faut un élément de contrainte. Moi, je ne crois pas à la contrainte couperet consistant à dire qu'après un an ou deux, il faut que quelqu'un qui soit demandeur d'emploi n'ait plus accès à la moindre allocation. Il va de toute façon finir au CPS et ce sera de toute façon les pouvoirs publics qui seront le filet de sécurité pour l'empêcher de basculer dans la pauvreté. Par contre, il faut un élément de contrainte sur la formation. C'est ce qu'on essaie de faire déjà à Bruxelles avec le bilan de compétences. Et je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin. Je crois qu'il est normal de pouvoir dire à une série de personnes qu'au bout d'un moment, la collectivité doit vous aider si vous faites l'effort dans une formation, par exemple, effectivement, dans un métier en pénurie, mais pas nécessairement. Deuxième élément, il faut quand même parler de l'état de notre enseignement. Il y a une anomalie tout de même que le Forum, Actiris et les entreprises doivent commencer à compenser des compétences qui ne sont pas acquises parce que nous avons un système d'enseignement qui met sur le marché de l'emploi toute une série de personnes qui sont aussi peu qualifiées pour les besoins des entreprises et pour le monde du travail en général. Comment c'est possible alors que ce n'est pas une question de financement? Notre enseignement est correctement financé. C'est donc une question d'organisation, de dépenses et de structure. Et puis un dernier point, l'emploi existant, c'est bien, mais je trouve qu'on ne pense pas assez à l'emploi de demain. L'un de vos intervenants a cité l'esprit d'entreprendre. Nos deux régions manquent cruellement d'esprit d'entreprendre. Nos deux régions manquent cruellement du fait que des jeunes qui sortent, notamment de l'école, se disent régulièrement où est-ce que je vais trouver un emploi, une formation, un CPS, le Forum, Actiris, se disent pas spontanément comment je vais pouvoir fonder ma boîte. Et ça, on sent que dès l'école, ça manque. Et donc nous pensons aussi que tout ce qui peut stimuler l'esprit d'entreprendre à l'école, l'apprentissage de compétences comme le codage, la gestion d'une micro-entreprise, juste un chiffre moi que je trouve terrifiant. À l'université, dans les hautes écoles, le statut d'étudiant entrepreneur est utilisé à 80% dans notre pays par des néerlandophones. Qu'est-ce que ça dit pour nous, francophones, wallons et bruxellois, du fait qu'une partie du problème est aussi culturelle et le fait que nous n'osons pas assez dire à nos jeunes, tentez, plantez-vous, relevez-vous, la collectivité là, elle doit vous aider. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour ce premier round. Merci, Monsieur De Smet. Je pense aussi qu'il y a, vous avez soulevé beaucoup de thèmes qui sont nos préoccupations et dont on aura évidemment l'occasion de rediscuter. Alors, Monsieur Bastin, je me tourne vers vous parce que vous aviez également souhaité réagir sur ce thème. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup et bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Comme je viens d'assez loin, puisque je viens de Malmedy, je suis arrivé plus tôt, puisqu'il y a cet adage, plus on vient de loin, plus on arrive tôt généralement. Et donc j'ai croisé d'autres concitoyens au sein de cette assemblée.
Vous dire, en tant que bourgmestre, j'ai régulièrement dans mon bureau des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas les moyens de travailler. Ça peut paraître choquant. Donc il y a un souci entre l'allocation maximale et le salaire minimum. Alors mon propos ici n'est certainement pas de vouloir raboter l'allocation, mais qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une prime à l'emploi. Et il faut que ce différentiel soit beaucoup plus important. Je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui, ce différentiel est trop faible. Et des personnes me disent, si demain je dois avoir un véhicule, si demain mon logement social est indexé puisque j'ai un travail, j'ai une rémunération plus importante, si demain je dois me trouver une crèche, en salaire poche fin du mois, j'aurai moins et je n'ai pas les moyens. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que le gouvernement sortant a un échec particulier, c'est sur celui de cette réforme fiscale. Je pense que ça aurait été particulièrement important de réussir, notamment pour avoir ce différentiel et que des personnes puissent se dire « Ok, je ne suis pas condamné à rester dans cette catégorie-là aujourd'hui parce qu'après, le gap est trop important. » Deuxièmement, par rapport à l'enseignement, oui, je pense que c'est important ce qui a été évoqué et qu'on doit regarder en partenariat avec les entreprises, quels sont leurs besoins et quels sont les constats. J'ai régulièrement des entrepreneurs qui me disent « Avant, quand je voulais un comptable, je disais « c'est telle école et c'est un grade ». Après, ça a été « ok, telle école ». Et puis après, ça a été « ok, tu as des compétences dans ce domaine-là et tu es de bonne volonté, on te prend, on va essayer de former ». Et ça, c'est en quelques années. Et donc là, je pense que c'est quand même particulièrement important de voir cette espèce de dégradation qui s'est passée par rapport à que ce soit le niveau ou simplement pour trouver du personnel. Aujourd'hui, nombre d'entreprises me disent « ma difficulté, c'est simplement de trouver des personnes. Et si j'ai une personne qui est de bonne volonté, qui est volontaire, le reste, je saurai le former progressivement. » C'est quand même particulièrement interpellant. Un autre élément que je voudrais partager avec vous, et c'est intéressant la vidéo qui a été montrée, puisque c'est un métier technique, c'est notre rapport avec le métier technique. Et là, je pense que c'est assez culturel et que ce n'est pas nécessairement uniquement politique, mais quel est le rapport est-ce qu'on a avec les métiers techniques? Qu'est-ce qu'on dit quand un enfant parle bien et qu'il est précoce? Oh, il parle comme un avocat. Qu'est-ce qu'on dit quand il a une bonne mémoire? Ah, peut-être qu'on en fera un médecin. On ne dit pas jamais, tiens, il est à droit de ses mains, j'en ferai peut-être un menuisier ou un charpentier. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Dire, ah ben voilà, il est à la fin de ses primaires, on va le mettre spontanément dans une école technique. Je pense que là, tous ensemble, nous avons à essayer de dire, mais ce sont des métiers formidables, ils ont de l'or dans les mains et ce n'est pas une filière de remédiation. Et là, si on parvient à avoir une espèce de triangle vertueux entre l'entreprise, l'école et le système qui permet en place de mettre ça en avant, alors les entreprises, elles sont très fières de pouvoir trouver directement du personnel, très contentes. L'enseignant, il est très content de pouvoir travailler avec des entreprises et parfois recevoir du matériel. Et l'enfant et l'élève, il se dit génial, ça a du sens ce que je fais. Et derrière, on a plusieurs écoles techniques dans la région. Les personnes, 6 mois avant la fin de l'année, ils ont du travail. Hein. Donc voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. Des éléments essentiels, vous soulevez le piège à l'emploi, le rôle de l'enseignement, la revalorisation des filières techniques sont évidemment des éléments qui sont au cœur de nos préoccupations aussi. Alors il nous reste un tout petit peu de temps. Je vois Monsieur Nollet qui voulait réagir et je vous donnerai ensuite la parole puisque vous avez tous, vous deux, voté un petit peu différemment. Donc Monsieur Nollet. Bonsoir, merci. Merci pour cette invitation et pour formuler des propositions et nous faire réagir par rapport à ça. Alors effectivement, j'ai introduit un peu de nuance et donc je prends un peu de mon temps de parole alors que ce n'était pas prévu. Absolument. Mais c'est pas grave. Pour expliquer pourquoi j'ai mis un peu d'orange et pourquoi j'ai surtout fait appel au fait qu'on devait en parler. Il y a 2 raisons à ça. Parce que la proposition, sur le fond, moi j'y suis favorable. Les partenariats, tels que ceux qu'on a vus dans la vidéo, sont pour moi la bonne manière d'être au plus concret des besoins des entreprises et de répondre aussi à ceux qui cherchent vraiment un emploi. Donc pas de problème sur ce volet-là. Mais il y a 2 raisons, je le disais. 1, il y a une réforme du Forum qui a eu lieu. Je ne voudrais pas qu'on précipite immédiatement tout de suite une nouvelle réforme avant de l'avoir évaluée. C'est donc ma demande que quand on en parlera, puisque vous avez dit que vous ferez le tour et vous continuerez avec votre bâton de pèlerine à venir nous rencontrer, je préciserai ces choses-là alors à ce moment-là pour voir exactement à quel moment on peut amener de nouveau des éléments. Mais quand on fait une réforme,
je trouve que c'est important, surtout qu'elle a été quand même concertée aussi, de donner un certain temps en tout cas. Et donc j'attendrai un peu 1 an ou 2 avant d'introduire des modifications par rapport à la réforme, d'autant que ce genre de choses se produisent déjà sans la réforme. Mais il faut les amplifier. Et alors la deuxième chose, c'est vraiment qu'il faut que le système reste lisible. J'ai peur, avec une multiplication d'acteurs éclatés, je dis bien s'ils sont éclatés, c'est pour ça discutons-en pour garder le volet lisible de la démarche que doit avoir un demandeur d'emploi par rapport au Forum, par rapport aux autres acteurs aussi. Mais je conclus en disant que oui, on y va, parce que c'est ce genre de partenariat, et on l'a vu dans le secteur de la construction, et notamment de la construction durable, et tous les enjeux dont on a parlé dans les petites vidéos avant, sur la transition, nécessitent plus d'emplois dans la construction, et c'est comme ça qu'on va aller les chercher. J'ai beaucoup souri quand j'ai entendu le mathématicien qui allait aussi pouvoir... Mais oui, évidemment. Et donc, dans des parcours de formation initiale, où c'est parfois plus complexe, plus compliqué pour les uns et les autres, les formations au moment où on est au chômage, ou au moment où on est en recherche d'emploi, peuvent être des clés pour s'ouvrir complètement à un autre secteur qu'on n'a pas connu par le passé. Merci, Monsieur Nollet. Monsieur Mugemangago, peut-être souhaitez-vous réagir également? Je vois que vous avez voté difficile, mais on peut en parler, donc on vous écoute. Bah oui, on peut parler de tout, je suis là pour ça en tout cas. Absolument, oui. Ben, en fait, je veux dire que ça va peut-être vous surprendre, mais je pense que sur la question de l'emploi, il faut quand même avoir un discours du réel, un discours pragmatique. Donc vous l'avez dit d'ailleurs au début, donc en fait on a une situation où on a en fait 40 000 emplois qui doivent être remplis. Voilà, pour 200 000 chercheurs d'emploi. Donc en fait, on a un emploi pour 5 chercheurs d'emploi. Ça, c'est la situation chiffrée. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'entends parfois des discours justement qui veulent une activation, parfois une sanction. On a eu une période, rappelez-vous, entre 2010 et 2020, où il y avait en fait un chômage en dégressivité. Et il y a une étude de l'ONEM qui explique très clairement que, par exemple, l'insertion à l'emploi, qui était un taux de 31 à 36%, n'a pas changé entre la période où il y avait des sanctions et la période où il n'y avait pas de sanctions. Donc, de ce point de vue-là, et on voit aussi dans les autres pays, cet élément, en fait, ne fonctionne pas. Par contre, je suis complètement d'accord qu'il faut un accompagnement, et souvent un accompagnement renforcé pour certains secteurs. Complètement d'accord avec ça. Mais par rapport à ça, justement, il faut pouvoir alors interroger la dernière réforme qu'il y a eu au niveau du Forum. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que le fait que dans cette réforme, des éléments qui nous ont inquiétés, il y avait parfois un accompagnement qui était plus éloigné. Donc, même d'ailleurs, dans le mémorandum de l'Union wallonne des entreprises, on parle de la question des moyens dont le Forum doit disposer. Donc, c'est d'ailleurs ça va peut-être vous surprendre, mais un point commun avec les syndicats qui disent en fait la même chose. Donc il y a un problème de moyens, parce qu'il faut effectivement un accompagnement qui soit de proximité. Moi, quand j'entends par exemple qu'il y a de moins en moins d'accompagnateurs et d'accompagnatrices, et qu'il y a un accompagnement qui est parfois à distance, donc via les technologies qu'on connaît, mais c'est pas comme ça qu'on va accompagner de près justement des personnes qui sont parfois très éloignées de l'emploi. Et donc je pense que de ce point de vue-là, effectivement, il faut à la fois travailler sur l'accompagnement, mais à la fois aussi travailler sur l'attractivité de l'emploi. Je pense que c'est vraiment ces deux éléments qui peuvent changer les choses. Merci beaucoup. On a bien noté votre point de vue. Merci à tous. Pour ce premier thème, je vous propose maintenant de passer au second thème de la soirée, qui est le thème de l'énergie, et d'écouter le témoignage suivant. Carmeuse est une entreprise chauffournière. Notre activité consiste à extraire de la pierre calcaire extrêmement pure et ensuite nous allons la cuire. Et c'est ce processus de calcination qui va permettre la production de la chaux. L'entreprise Carmeuse existe depuis maintenant 163 ans. On est une entreprise belge, familiale, qui aujourd'hui, nous sommes présents aux 4 coins du monde. La chaux est indispensable pour la transition vers un monde décarboné, notamment pour la construction comme les pales d'éoliennes, comme les poteaux d'éoliennes, pour le traitement des fumées industrielles et le traitement des eaux usées. La grande partie de notre empreinte carbone, elle provient de notre processus de production. Elle provient en fait de l'équation chimique que nous mettons en œuvre pour produire de la chaux. Alors en tant qu'entreprise responsable, nous sommes engagés à nous décarbonater le plus rapidement possible. C'est un défi important et donc depuis maintenant quelques années, nous avons entrepris un certain nombre de projets qui doivent nous permettre de parvenir à diminuer de manière extrêmement matérielle notre empreinte carbone. Aujourd'hui, l'industrie traditionnelle, elle est à la croisée des chemins. Le défi CO2 qui est devant nous est
à la fois urgent, complexe et important. Et on se rend compte chez Carmeuse que ce défi qui pouvait être vu dans un premier temps comme quelque chose de négatif pourrait en fait devenir une belle opportunité pour Carmeuse, mais aussi pour l'industrie wallonne. Encore un beau témoignage, hein. On montre que quand on a une vision, quand on a un plan concret et qu'on se donne les capacités d'investir, on peut arriver à quelque chose et c'est sans doute une source d'inspiration pour nous tous. Maintenant, derrière ces projets qui sont d'une certaine ampleur, il y a aussi toutes les autres entreprises qui font des efforts en matière de décarbonation dans leurs procédés, qui font des efforts pour minimiser leur consommation et leurs émissions, bien entendu. Mais ces entreprises, elles restent handicapées par un coût de l'énergie qui est plus élevé qu'ailleurs. Et ça, tout le monde le sait, je ne vous étonnerai pas en disant ça. Alors, je vais aller droit au but. Voilà, je veux tout de suite d'emblée vous poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord de mettre en place une réduction du coût de l'énergie en générant un tarif transition pour les entreprises qui s'engagent dans la décarbonation? Je vous laisse voter. Oh. Il y en a qui ont 2 panneaux verts. Voilà, je crois que voilà, c'est clair. Hein, on a presque une belle unanimité. C'est magnifique. On va pouvoir avancer ensemble. Alors, Monsieur Nollet, vous étiez vraiment très demandeur d'intervenir sur ce thème. Donc voilà, je commence par vous. Oui, très demandeur et en fait très enthousiaste par rapport à la proposition, comme vous pouvez le voir en utilisant le petit carton de ma voisine qui n'est pas encore là. Qui arrive. Je pense vraiment qu'on doit pouvoir donner des garanties sur le prix de l'énergie aux entreprises qui font le choix de la décarbonation et qui, là c'est le complément que j'amène, qui s'engagent sur une trajectoire. Il faut qu'au niveau des secteurs, on ait les négociations pour se donner des objectifs intermédiaires 2030 et un objectif de neutralité en 2050. C'est d'ailleurs tous les pays qui sont embarqués dans ces 2 échéances-là. On doit le traduire en Wallonie au niveau des secteurs. Et puis chaque entreprise doit s'engager sur sa trajectoire propre. Et si sa trajectoire est respectée, oui, elle doit avoir accès à un prix réduit, un prix garanti de l'énergie. Et la manière dont l'Europe vient de transformer le marché de l'énergie européen avec le contrat sur différence permet maintenant, un peu à la fois, d'avancer vers une transposition au niveau local, c'est-à-dire au niveau régional pour ce qui nous concerne, avec des garanties sur le prix de l'énergie aussi aux entreprises. Mais j'insiste, ce n'est pas pour toutes les entreprises. Il faut aussi être clair, et je préfère l'être devant vous. Pour ce qui nous concerne, c'est effectivement pour celles qui s'engagent dans la trajectoire de décarbonation. C'est ce qui est mis, mais je préfère le dire, parce que si jamais c'est de manière unilatérale, sans engagement et sans respect de la trajectoire, alors là, on aura un peu plus de rouge dans le vote que les 2 verts que j'ai pris. C'est bien noté. Merci, Monsieur Nollet. Alors, Monsieur Mugemangango, vous souhaitiez également intervenir sur ce thème. Quelle est votre position ? En fait, oui, j'aurais pu mettre le carton vert parce qu'en soi, je suis vraiment d'accord sur un des éléments de la proposition, c'est qu'il faut réduire le coût de l'énergie. Et là, on a quand même une situation très particulière, c'est que tout à l'heure, quelqu'un qui a été filmé tout à l'heure parlait de compétitivité. En tout cas, on sait évidemment que le coût de l'énergie a été vraiment un impact très négatif pour l'ensemble des citoyens, mais aussi pour les entreprises. Donc ça a été le cas pour les grandes entreprises ou pour les PME. On a un secteur qui s'est effectivement enrichi au cours de la dernière année, au cours de la crise énergétique, ce secteur énergétique. On parle de, par exemple, 500 millions d'euros de bénéfices pour Elia, on parle de 19 milliards de bénéfices pour Total Energy, donc eux sont enrichis, mais aux dépens en fait des autres secteurs. Donc il y a vraiment un problème par rapport au prix de l'énergie. Et évidemment, la seule question que j'ai dans votre proposition, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger quand vous aurez votre bâton de pèlerine, donc c'est la question évidemment des déficits publics que la proposition peut susciter. Parce que si on n'agit pas sur le prix global, alors évidemment, on va avoir ce problème-là. Et donc, nous, on veut agir sur le prix global comme d'autres pays l'ont fait. D'autres pays l'ont fait, ils ont agi effectivement pour bloquer les prix de l'énergie. Je pense que c'est vraiment essentiel, avec différentes méthodes, des méthodes qui sont parfois très efficaces ou des méthodes qui sont moins efficaces. C'est quand même pas logique, effectivement, qu'un seul secteur peut mettre à mal l'ensemble de l'économie, l'ensemble du tissu économique, en fait, finalement, en faisant d'énormes bénéfices. Et donc, pour nous, avec ce bémol-là, on pense qu'il faut vraiment agir sur le coût global. Sinon, effectivement, toutes les mesures qui vont être des subventions
subsides, des soutiens qui sont bien nécessaires vont finalement accroître ce déficit. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a raté une occasion. Les gouvernements, que ce soit au niveau régional ou au niveau fédéral, ont raté l'occasion de prendre ce secteur, de le réguler. Donc nous, vous le savez, on veut en faire un secteur public, donc on ne veut pas du tout nationalisé, comme on dit à propos du PTB, mais ce secteur en particulier est un secteur qui a un tel impact sur la vie économique et sur la vie des gens qu'il faut au minimum le réguler pour pouvoir justement en réduire les coûts. Alors vous avez raison, je reprendrai mon bâton de pèlerine, hein, ça c'est sûr, on aura l'occasion d'en rediscuter, parce que j'imagine qu'on ne sera pas en effet d'accord sur tout, et que ça va susciter pas mal de réactions dans la salle. Alors, Monsieur Bastin et puis Monsieur Boucher, je vous voyais opiner du chef. Voilà. Oui, ou l'inverse. Oui. Oui, oui en effet. Donc le dossier énergie, dossier particulièrement crucial pour l'ensemble de nos entreprises et pour l'ensemble de notre économie. Alors peut-être je vais dire quelque chose de choquant. Le fait d'avoir une énergie chère n'est a priori pas nécessairement pour me déplaire. Pour autant que chacun, entre guillemets, paye le même prix. Je pense que notre génération, la mère des batailles, va être la bataille climatique. Et nous allons devoir, à force que ce soit volontairement ou involontairement, décarboner notre économie. Et comme le disait très justement la personne lors du reportage, c'est aussi une magnifique opportunité pour nos entreprises. Si on veut que nos entreprises soient résilientes, qu'elles soient florissantes, qu'elles soient prêtes pour les horizons 2030 et 2050, il faut qu'elles soient les moins carbonées possibles. Et le fait d'avoir une énergie relativement chère, et donc maintenant, c'est une préoccupation première pour l'ensemble de nos entreprises. Maintenant, si aujourd'hui, nous, on paye le prix à 100 et qu'à côté, dans la région voisine ou dans les pays voisins, ils sont à 80, là, ça me pose un souci. Par rapport à la proposition, je peux y être d'accord dès lors que c'est transitionnel et que, quelque part, on fait un contrat. Parce que je viens d'une région rurale, et donc, comme on dit chez nous, pendant que l'avoine pousse, les chevaux crèvent de faim. Donc il ne s'agit pas de dire à un moment donné, ça va vous coûter un prix relativement cher et en même temps vous allez devoir financer énormément. Donc c'est très important de pouvoir dire, ok, on va assumer le choc. Nous, pouvoirs publics, on fixe le cap. Vous, entreprises, vous regardez ce qui est possible pour vous, vous vous sensibilisez à ça parce que c'est parfois un tout nouveau métier. Et puis après, on regarde comment on finance. Au sein de Wallonie Entreprend, nous avons un mécanisme qui s'appelle Easy Green. En 2018, ça a commencé modestement, 37 dossiers, 4 millions d'euros engagés. Nous sommes en 2023, entre-temps la crise énergétique est passée par là. Nous sommes à 440 dossiers et 60 millions d'euros qui sont engagés, avec différentes possibilités de financement. Et donc je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir parvenir à relever ce défi et se dire, ok, l'objectif c'est de décarboner au maximum et alors de financer, si et seulement si l'effort se fait de part et d'autre, parce que si jamais, entre guillemets, on fixe un prix en dessous du marché, à un moment donné, les finances publiques vont s'assécher et l'entreprise n'aura pas nécessairement fait l'effort et on se retrouverait avec une situation, elle se retrouverait pire que mieux par rapport à des concurrents qui auraient fait l'effort. Oui, merci. Si on pouvait déjà avoir un prix qui est équivalent à celui que les autres payent, ce serait déjà bien. Mais donc, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Et bien sûr, je prendrai mon bâton de pèlerine avec vous aussi. Monsieur Boucher, vous avez vraiment envie de réagir, je le vois. Oui, parce que quand j'écoutais Germain, je voulais presque lui donner amicalement un conseil, c'est que Germain, tu es face à des gens qui comprennent l'économie de marché. Donc ça ne sert à rien de raconter n'importe quoi sur le blocage des prix. La France a fait cette opération-là. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont mis EDF au bord de la faillite. Et après, ils vont devoir recapitaliser. Donc ce que le consommateur français n'a pas payé il y a 1 an, le contribuable français va le payer dans de nombreuses années à venir. Donc, et c'est ça peut-être la difficulté de la proposition que vous faites, c'est qu'à partir du moment où vous octroyez un rabais, je dirais, en termes de prix de l'énergie, la question c'est de savoir qui paye en contrepartie. Et donc, autant la mesure est compréhensible pour des entreprises qui se lancent dans une trajectoire, même si, j'insiste quand même sur un élément, l'entreprise qui se lance dans cette trajectoire, elle ne le fait pas par charité chrétienne. Elle le fait, chrétienne ou autre d'ailleurs, elle le fait
C'est renversant, vous avez raison. Elle le fait pour une raison qui est simple. C'est qu'en fait, elle fait un calcul de son business model sur la durée et elle se rend compte qu'il vaut mieux faire l'investissement maintenant que d'avoir un produit qui est invendable dans le futur. Par exemple, Holcim, dans ma région, à Aubourg, va investir 400 millions d'euros dans son projet Go for Zero pour procéder à de la captation de CO2, mais c'est un calcul d'investissement aussi en vue d'une rentabilité future. Non, moi je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le problème à la base. Ce qui fait le prix de l'énergie, c'est deux éléments majeurs. Le premier élément, c'est le mix énergétique qui est le vôtre. Donc plus vous avez des rendements élevés par rapport aux outils de production énergétique, plus vous pouvez faire baisser le prix sur la facture. Je ne vais pas revenir sur le dossier nucléaire, je pense que tout le monde l'a suivi. Mais même en matière de renouvelables, on va devoir s'interroger en Wallonie, par exemple, sur la hauteur des éoliennes. Avoir des éoliennes plus hautes, c'est des rendements plus élevés. On va devoir s'interroger sur des règles en matière urbanistique également, par exemple, ou de permis, d'avoir systématiquement des panneaux photovoltaïques sur tout ce qui est activité commerciale, activité industrielle. Le fait aussi d'avoir des réseaux autonomes, justement, même chose sur des zonings industriels, des zonings commerciaux. Tous ces éléments auront un impact. Le deuxième élément qui aura un impact, c'est en fait la manière dont on va distribuer cette électricité. Et donc, par rapport à ça, je trouve où les pouvoirs publics ont un intérêt à investir, c'est justement sur le réseau. On a un retard majeur en Wallonie qu'on doit absolument combler si on veut atteindre l'objectif. Je dirais juste un mot parce que je me tairai sur le sujet suivant si vous le souhaitez. Mais celui-là est colossal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème est important en Wallonie, mais il est globalement important en Europe. Aujourd'hui, la différence de compétitivité entre les États-Unis qui sont autonomes sur le plan énergétique, les Chinois qui le sont peu ou prou, et nous qui sommes en grande dépendance avec des prix élevés, ça va vraiment avoir un impact sur notre industrie et c'est la raison pour laquelle l'Europe se désindustrialise. On a bien pris note de votre position, mais vous avez épuisé votre temps de parole. Je dois vous en avertir. Monsieur De Smet, vous vouliez réagir puisque tout le monde parle sur tous les sujets. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, je suis un libéral qui croit à la nécessité d'une régulation sur les biens de première nécessité, les biens stratégiques. Je ne dis pas ça pour essayer de faire la synthèse entre le PTB et le MR, même si ce serait une ambition intéressante. Mais parce que réellement, ce que la crise de l'énergie nous a montré, et là Georges Louis a raison, c'est la très grande dépendance de l'Union européenne sur les questions énergétiques. Du jour au lendemain, on s'est rendu compte que quand M. Poutine décidait de couper le gaz, tout à coup, pas juste pour des raisons climatiques et parce que de toute façon ça détruit la planète d'utiliser du gaz, du pétrole et du charbon, mais on se rend compte que nous, Européens, nous sommes déjà pas très autonomes sur notre défense, c'est aussi un autre problème. Nous ne sommes pas très autonomes sur toute une série de choses relatives à notre économie et à la protection de nos frontières, et nous ne sommes pas autonomes sur la gestion de l'énergie. Et en plus, nous avons, dans les années 2000, libéralisé cela à outrance. Et on a vu à quel point l'effet délétère d'un prix d'électricité qui se fixe sur le prix du gaz permettait des envolées monstrueuses. Donc, ça se résout aussi peut-être par une forme de protectionnisme européen, on pourrait parler de la taxe carbone, mais aussi par un investissement plus grand dans toute l'énergie qui peut être produite en Europe. Et comme on a déjà beaucoup tapé dans notre charbon, notre gaz et dans notre pétrole, il nous faut investir très fort sur le renouvelable et le nucléaire, sans quoi, effectivement, notre dépendance continuera à s'accroître. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler. Je crois que là, c'est un sujet... un dernier mot. Un dernier mot. Vraiment, très rapidement. Bon, d'abord, évidemment, il n'y a pas de surprise. En venant ce soir, je ne m'attendais pas à être d'accord avec M. Boucher. Donc, nous non plus. Ça c'est clair. Mais l'exemple qu'il a pris, justement, est un mauvais exemple. Parce que, justement, la France, elle a, comme il l'a dit, et là, je suis d'accord sur ce point, elle a accru son déficit public pour pouvoir, justement, prendre des mesures de blocage des prix. Mais le propre gouvernement dans lequel est M. Boucher, enfin, plutôt son parti, a fait autrement. Effectivement, ils ont été captés des surprofits. Donc, en fait, des économistes qui calculent que, voilà, c'est des secteurs qui font des profits de 25-35% supérieurs à l'année 2019. Et c'est là qu'ils ont été cherchés. Et il ne faut pas me croire, moi. C'est la CRIC qui le dit. Et un des problèmes qu'il y a dans ce gouvernement, c'est évidemment la modestie avec laquelle ils l'ont fait. Ça, c'est le problème qui se pose. Et comme ils l'ont fait avec modestie, oui, il manque d'ambition. Donc, d'un côté, les bénéfices d'un certain secteur, le secteur énergétique, sont énormes. Et les difficultés du secteur économique qui est devant nous sont aussi énormes. Merci bien. Voilà, à nouveau, je crois que
ne sera pas tous d'accord avec vous et avec vous tous d'ailleurs, mais ce sera vraiment l'occasion d'en parler parce que c'est un sujet évidemment qui nous occupera encore assez longtemps et de manière assez cruciale, c'est évident. Merci pour ce débat et je vous propose de passer au thème suivant qui est le thème de l'action publique en regardant le témoignage suivant. Le site Burgo-Ardennes appartient au groupe Burgo, groupe qui est situé essentiellement en Italie, puisque 9 usines sont situées en Italie, une ici en Europe centrale. Ce site emploie environ 700 personnes et est un site de production de pâtes et de papier. La procédure d'obtention du permis unique est effectivement une procédure très importante puisqu'elle nous donne accès à un permis d'exploiter d'une durée de 20 ans. Nous étions arrivés à échéance en 2023 et nous avons dû commencer effectivement l'exercice depuis les années 2020 dans un contexte de changement des conditions d'exploitation de manière générale puisque aujourd'hui une entreprise se doit évidemment de s'intégrer dans son environnement proche, les communes, voire belges, région wallonne, je dirais. La volonté a été de se dire, travaillons en collaboration, en comprenant les attendus et en les intégrant immédiatement dans le travail qui devait être présenté en 2023. Dans l'état actuel, je dirais, de l'industrie, quelle qu'elle soit en Europe centrale, nous devons nous intégrer dans un environnement sociétal qui va nous accepter, qui va nous demander ou nous donner des contraintes. Nous avons choisi volontairement d'échanger avec les communes pour rester dans une dynamique d'ouverture et de partage. L'obtention du permis n'est qu'un début. La première étape étant réussie, on se doit tous d'espérer pouvoir faire aboutir les choses en temps, en lieu, dans un monde où on nous demande une réactivité plus à 10 ans, plus à 5 ans, plus à 20 ans comme la durée du permis, mais à l'année. On espère une collaboration très rapide, très fructueuse de ce que l'on peut faire encore dans le futur ensemble. On vient de l'entendre, quand l'entreprise et l'administration se parlent, on peut quand même avancer. Alors, le constat qu'on fait, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la capacité de nouer ces contacts avec l'administration. Et la Wallonie, c'est d'abord, comme vous le savez, 80 000 PME et taille moyenne 9 personnes. Alors, je peux vous dire combien les entreprises se sentent parfois insécurisées quand elles doivent entrer en contact avec l'administration. Et ça n'est pas normal, c'est extrêmement regrettable, évidemment. Alors, la Wallonie a évidemment besoin que les entreprises se développent, qu'elles puissent avoir des permis, qu'elles puissent s'organiser pour opérer la transition. Et tout ça demande une relation partenariale avec les autorités. Ça suppose aussi qu'on passe de la méfiance a priori à la confiance a priori, à une confiance qui doit se construire aussi d'ailleurs. Alors, j'en viens tout de suite à une proposition phare qui, je sais, taraude beaucoup d'entre vous et qui est vraiment, vraiment cruciale. Je pense que les entreprises attendent vraiment de connaître votre point de vue sur cette proposition. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de réformer la procédure d'octroi des permis d'environnement pour obtenir des permis qui soient dématérialisés, qui soient lisibles et qui soient octroyés plus rapidement? Alors, je vous laisse voter. On espère que ce soit tout vert. Hein? C'est magnifique. C'est formidable. Ben, on va pouvoir avancer ensemble. Bravo. Hein? Ça, c'est magnifique pour nous parce que je pense que c'est une attente vraiment essentielle qui revient énormément. Voilà. Alors, Monsieur Mugemangango, vous avez souhaité réagir sur ce thème, donc je vous passe la parole. D'abord, je pense qu'on on est face à un grand défi quand on parle de l'administration, que ce soit d'ailleurs comme citoyen, comme entreprise, comme PME. Je pense de rendre effectivement une administration efficace, lisible. Et moi, je suis parfois surpris, d'ailleurs, c'est mon premier mandat en tant que député, je suis parfois surpris effectivement que dans l'action publique, il y a peu d'éléments d'évaluation concrets en fait. Hein. Il y a peu d'éléments en fait de jalons qui permettent finalement d'évaluer l'efficacité de l'administration. Enfin, j'entends mon voisin qui dit les élections, mais je crois qu'on ne doit pas attendre tous les 5 ans avant d'être efficace. Et donc ça, je crois que c'est vraiment un élément important. Je crois que pour la question en particulier des permis, il y a 3 acteurs. Il y a les entreprises, il y a l'acteur public et il y a aussi les citoyens. Et donc dans le décret wallon, il y a la possibilité effectivement, vous le savez sans doute, de présenter au préalable son projet pour pouvoir en tout cas effectivement rassurer l'acteur public. Mais il y a aussi, et ça c'est peut-être moins connu, il y a aussi la possibilité pour les citoyens de pouvoir participer à cette réunion préalable. Je dis ça parce que évidemment, il ne faudrait pas que des projets qui sont des projets pourtant novateurs, intéressants,
sur le plan économique, sur le plan écologique ou sur le plan social, soient en fait des projets polarisants finalement une fois qu'ils se réalisent. Et donc c'est ça qu'on doit éviter. Je crois que tous, autant qu'on est, on ne veut pas ce genre de polarisation parce que ça rend évidemment l'aboutissement des projets difficile. Et donc pour nous, effectivement, il faut rendre les permis lisibles, efficaces et pourquoi pas effectivement dématérialisés, mais surtout pouvoir mettre autour de la table ces trois acteurs pour éviter que des projets qui sont à la base positifs deviennent des projets polarisants. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de réagir? Je sais que vous avez tous voté oui, on y va. Monsieur Nollet? Oui, enfin pas grand-chose parce que moi je me retrouve dans chacun des mots de la proposition. Juste peut-être dire donc que la ministre Tellier a travaillé sous cette législature sur une réforme du permis d'environnement et qu'elle est en deuxième lecture au gouvernement et que ça a été fait, mais alors vous me contredirez pas, j'espère en tout cas, main dans la main aussi avec des propositions et des suggestions de l'Union Wallonne des entreprises. Donc quelque part ce que vous demandez est déjà pour partie en tout cas en chemin et devrait aboutir d'ici la fin de la législature. Merci. Martin? Oui, au-delà de la proposition, je pense que le constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup des entreprises ont l'impression qu'elles doivent engager des subsidiologues et des permissologues. Et je pense qu'elles ont autre chose à faire que cela. Et parfois, je dois moi-même plonger dans les législations et dans ces arcanes qui évoluent en plus parfois très rapidement d'une année à l'autre. Et on jargonne et les gens sont complètement perdus. Je dois parfois expliquer à une entreprise que non, que maintenant ce n'est plus partiellement industriel, mais c'est exclusivement industriel et que donc son annexe, elle ne pourra pas la faire, mais que par contre, j'ai appris que si on faisait une extension, alors on pourrait la faire. Attendez, là, ça devient Kafka. Donc là, je pense que globalement, nous avons intérêt à faire des réformes qui soient beaucoup plus simple et qu'on puisse travailler main dans la main avec les entreprises et leur métier. Bien sûr, sur un principe de confiance comme vous l'avez établi et dans cette triangulation entre les autorités, les citoyens et les entreprises, mais beaucoup plus de simplicité que ce que nous avons aujourd'hui. Magnifique, je crois qu'on est tous d'accord. J'espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus et que ça va porter ses fruits parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, je vous propose, comme le temps s'accélère quand même un petit peu, enfin, c'est pas le temps qui s'accélère, mais de passer au dernier témoignage et au dernier thème. Notre entreprise s'appelle Intupix. Nous sommes une société qui fournissons de la technologie. Notre technologie consiste à de la compression et à du traitement d'images. Donc de réduire cette taille, de faire en sorte que les appareils électroniques qui utilisent cette technologie consomment moins d'énergie. Nos clients types sont des entreprises comme Sony, Panasonic, donc ce sont des géants à l'international. Évidemment, il faut être capable d'amener une solution meilleure que nos concurrents. Alors quand on a un client comme Sony, il faut être capable de fournir une meilleure technologie que leur technologie qu'ils auraient chez eux. Donc l'innovation, comment ça marche? C'est travailler proche des universités, être capable d'investir dans l'innovation, donc anticiper un peu cette vision à 3, 4, 5 ans, disposer du financement aussi pour le faire. Nous avons eu des aides, soit à l'Europe avec des partenaires européens, soit en région wallonne, où en fait on a pu faire des projets soit tout seul, soit collaboratifs avec des partenaires en Wallonie. Donc en fait on est vraiment dans un cercle vertueux, on dispose d'aides, on continue à investir, la rentabilité de l'entreprise augmente, le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente, l'entreprise grossit et du dividende retombe dans les mains de la région wallonne. Sincèrement, je ne bougerai pas l'entreprise de la Wallonie pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'au niveau belge, en tout cas, l'innovation et tout ce qui est lié au revenu de l'innovation joue son rôle. Au niveau de la Wallonie, je pense que tout l'écosystème autour de Louvain-Neuve, proche de l'université, est un très bon terreau. Je pense que des modèles équivalents devraient être créés, comme à Liège aussi, on en retrouve du côté du Sartignement. Donc ce genre de modèle-là fonctionne et on doit contribuer plus à créer ces synergies entre entreprises, entre universités et je dirais créer ces écosystèmes vertueux. La Wallonie a fait de l'innovation la clé de sa politique économique et on voit que ça marche, du moins en termes d'attractivité. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de voir comment on peut capitaliser là-dessus pour développer l'industrie chez nous sur le territoire, comme c'est le cas ici chez Gaël. Alors pour y arriver, évidemment, il faudra plus que des slogans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prône des assises de l'industrie. On pense qu'il faut vraiment tous se mettre autour de la table pour travailler à cela. C'est absolument fondamental pour réindustrialiser le territoire. Mais ce soir,
je voudrais vous interroger sur une mesure précise sur lesquelles les entreprises dans la salle sont très intéressées également. Et je vous la pose d'emblée. Est-ce que vous comptez bien maintenir l'exemption sur le précompte professionnel chercheur? Je vais vous laisser voter. Presque une unanimité. Presque. Alors, voilà. Monsieur De Smet, vous aviez demandé la parole sur ce thème. Oui, c'est un sujet qui me passionne, notamment parce que je suis un ancien académique, même si c'est en philosophie, et que c'est vraiment l'avenir, la recherche, le développement, l'innovation. On pourrait voir ça comme une niche fiscale. Certains pourraient la qualifier comme telle. Moi, je crois que les niches fiscales, c'est un peu comme les cholestérols. Il y en a des mauvaises, objectivement, qui sont des cadeaux qui ne se justifient pas beaucoup parce qu'on n'arrive pas en Belgique à diminuer la charge globale d'impôts et que donc on donne des petits cadeaux à tout le monde ou en tout cas à certains électorats par-ci par-là. Et puis il y a des niches fiscales efficaces parce qu'elles font levier. Et typiquement c'est là, si on lit ce que nous en dit le bureau du plan par exemple, on voit que c'est un effet démultiplicateur, même si on se rend compte aussi que si cette exemption n'existait pas, il y a beaucoup d'entreprises qui ne feraient pas de recherche-développement. Quand on regarde la longue litanie des plans wallons, le contrat d'avenir, les plans Marshall, point vert, point zéro, point Enzo Voort, etc., on se rend compte que si on regarde rationnellement et lucidement les choses, les seules mesures qui ont vraiment eu un impact très fort, c'est les pôles de compétitivité. C'est-à-dire que dès le moment où on met des centres de recherche, des entreprises, des start-up, les liens avec les unités de recherche, avec les universités, là, il y a quelque chose qui se passe et ça donne quelques fleurons réels de la Wallonie aujourd'hui. Et donc, c'est évident qu'il faut continuer dans cette voie-là. C'est évident qu'il faut renforcer ces pôles de compétitivité. C'est évident qu'il faut aussi diminuer toute la bureaucratie qui, parfois, empêche ces liaisons parfois faciles de se faire, qu'il faut investir, je l'ai déjà dit, dans l'esprit d'entreprendre des jeunes qui veulent facilement se joindre ou se lancer dans une aventure. Et puis après, il faut peut-être arriver à les garder. Il n'y a pas de Google européen. Il y a toute une série de grandes entreprises qui n'existent pas au niveau européen parce que dès qu'une boîte dans un domaine technologique arrive à se faire une place au soleil, elle est revendue, elle est amalgamée ailleurs. Et donc on a besoin d'unité. Et je terminerai par un dernier point. Sur ce point-là, comme sur tant d'autres, je pense qu'une union des Wallons et des Bruxellois serait beaucoup plus intéressante. De la même manière qu'il y a beaucoup plus dans deux têtes que dans une, nous aurions tout intérêt. Et c'est pour ça qu'on est un des rares partis qui défendons l'idée d'un maintien et même d'un renforcement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas sur ces matières-là. On a tout intérêt à continuer à travailler ensemble, à avoir même une agence de la recherche scientifique, à évidemment garder nos universités, elles l'ont bien compris. Elles ne sont pas dans des tripes régionalistes, elles ont toutes des implantations à la fois en Wallonie et à Bruxelles. On doit s'inspirer de ça et arriver à faire en sorte que ce monde de la recherche soit le levier pour nos entreprises et arriver à ôter toutes les barrières qui empêchent cette circulation d'idées qui est, il faut quand même se le dire, en l'absence de grands nids d'industrie, quand même le principal maillage possible pour nos PME demain. Merci. Monsieur Mougué-Maringo, je vois que vous avez voté un peu différemment. Je vais peut-être vous céder la parole. Ouais, c'était pour que vous puissiez dire presque tous. Oui, voilà. Donc, non, d'abord, effectivement, comme ça vient d'être dit, je pense que la recherche et l'innovation sont vraiment essentielles. Et on l'a dit, hein, donc on est devant des défis très importants sur le plan énergétique, sur le plan écologique ou social. J'ai encore vu, en arrivant ici, par exemple, pour ne pas parler de la crise actuelle du PFAS, qu'il y a une entreprise qui s'appelle IBA, je pense, qui a apparemment trouvé un nouveau moyen de pouvoir nous débarrasser éventuellement des PFAS. Donc ça montre effectivement que la recherche est nécessaire, indispensable, et effectivement, elle peut susciter beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est un élément. Après, je suis franc avec vous. Moi, je me pose 3 questions. La première question, évidemment, c'est que dans ce domaine-là, même si effectivement le bureau du plan explique que c'est le cas dans ce domaine-là moins que dans d'autres, il y a aussi des effets d'aubaine. Tout à l'heure, M. Boucher disait, et c'est peut-être un point d'accord là-dessus, que sur certains éléments, il faut lutter contre les effets d'aubaine et concentrer évidemment les moyens là où ils sont les plus efficaces. Ça, c'est un élément. Le second élément, c'est que dans ce domaine en particulier, il y a un traitement différent quand c'est de la recherche privée ou public. Et donc là-dessus aussi, on devrait discuter sur la manière dont on pourrait effectivement traiter ces deux recherches au même niveau. Et alors, le dernier élément, c'est, moi j'ai vu pendant la crise Covid par exemple, vous le voyez, je suis d'origine africaine, que par exemple la question du résultat même de la recherche. Parfois, un résultat de recherche devrait devenir du bien commun.
Donc on l'a vu par rapport à la vaccination. Et donc pour nous, c'est évident qu'il y a des éléments qui peuvent faire l'objet évidemment d'une rentabilisation, d'une valorisation pour l'entreprise qu'il a trouvée. Mais il y a des éléments de recherche qui sont tellement importants qu'il faut que ça devienne du bien commun. Donc voilà, je préfère être franc avec vous et partager avec vous les 3 interrogations que j'ai par rapport à ça. Merci beaucoup. Monsieur Nollet, vous... Oui, parce que pour moi, cette proposition, j'avais gardé un peu de temps pour pouvoir réagir Absolument. sur celle-ci, parce qu'elle est fondamentale pour la Wallonie. Elle est fondamentale pour les entreprises, évidemment, en Wallonie, mais pas que pour les entreprises, pour la Wallonie, pour qu'elle puisse se réindustrialiser. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure dans votre introduction. Il faut pouvoir compter sur l'innovation et il faut évidemment que l'innovation soit soutenue par les pouvoirs publics. Là, on est vraiment au cœur de l'articulation de ce qu'il faut faire entre pouvoirs publics et entreprises. Donc, j'y suis, en plus, comme ancien ministre de la Recherche, fondamentalement favorable pour maintenir, voire même accroître. Parce que dans le temps, si on regarde depuis 2006, je crois, cette mesure-là n'a fait que croître et on doit pouvoir y aller. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi travailler à peut-être justement ne pas tout focaliser ou trop focalisé autour de, on l'a entendu dans le reportage aussi, Louvain-la-Neuve, et maintenant on parle un peu de Liège. Je pense toujours aux petites entreprises, aux plus petites entreprises qui ne sont pas à côté d'un campus universitaire, mais qui ont tout autant besoin d'un soutien et d'une capacité d'avoir de l'innovation, d'une capacité d'avoir de la recherche, soit chez elles, soit dans leur écosystème. Et donc, il y a là, selon moi, quelque chose qui doit s'articuler mieux, en gardant la mesure, en l'amplifiant même, mais en réfléchissant à celles qui ne sont pas en taille suffisante que pour avoir in-house leur propre centre de recherche, leurs propres chercheurs aussi, mais qui doivent pouvoir bénéficier de l'innovation et de la recherche. Et qui n'ont pas forcément, dans la proximité géographique, une université. Alors, je ne dis pas ça parce que je viens de Charleroi. Charleroi, on commence à avoir plusieurs formations universitaires aussi, mais je pense plus globalement sur l'ensemble du territoire de la Wallonie. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, oui. Ah, vous avez épuisé votre temps. Je vais juste prendre 10 secondes, si je peux. 10 secondes, d'accord. Et je veux vraiment pas être polémique. Si, ce sera vraiment 10 secondes parce que je vais pas développer des nouvelles propositions. Mais juste une chose, je veux pas être polémique, mais la vérité a ses droits. Tout à l'heure, on a parlé de la réforme fiscale. Je peux vous dire que sur la table, à de multiples reprises, les mécanismes fiscaux au fédéral ont été remis en cause. Et c'est grâce à l'action de Willy Borsu, du côté wallon, de David Clarinval, du côté fédéral, que ces mécanismes sont restés sur place. Donc j'espère vraiment que la presque unanimité qu'on a vue ce soir, on la retrouvera dans les accords de gouvernement. Ah ben nous aussi. Nous aussi. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce débat très intéressant. Ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite. Vous avez bien respecté le timing, c'est magnifique, formidable. Merci pour ça, merci pour le contenu. Je vous suggère, si vous le voulez bien, en 1 minute, de vous adresser aux chefs d'entreprise qui sont dans la salle et vous avez le choix de ce que vous pouvez leur dire. Alors, je vais commencer par vous. Voilà. Monsieur Bastin. Merci, c'est quasi de la Ligue d'impro, ça. C'est court, 1 minute. Oui, c'est court, 1 minute, et long en même temps. D'abord, merci à vous. Merci à vous d'être ici présent. Merci de prendre le temps de sortir de votre entreprise et de faire en sorte de réfléchir ensemble. Je pense que c'est un des mots-clés que vous avez utilisé au début et ça me semble particulièrement important. La Wallonie, on s'en sortira grâce à vous et je dirais grâce à nous. Bonjour. C'est la charité chrétienne. On s'en sortira tous ensemble. Et si jamais également on travaille, et pas simplement si on a simplement notre nez dans le guidon. Et ça, je suis persuadé qu'avec l'Union Wallonne des entreprises, avec les responsables politiques de toutes couleurs confondues, avec les entrepreneurs, si jamais on se parle, si jamais on co-construit, eh bien alors nous pourrons avoir des bons résultats. Si jamais on décrète, si jamais on fait des slogans, si jamais on dit à un moment donné c'est comme ceci et pas comme ça, et puis appliquer, on ne s'en sortira pas. Cette cacophonie, nous n'en voulons plus. Et donc je pense que si jamais on peut travailler, être sur le terrain, comprendre ce que vous avez, que vous puissiez également un peu nous comprendre, alors à un moment donné, on aura des résultats qui sont positifs. J'ai bien aimé tout au long de la soirée, vous avez essayé de mettre des choses positives. Oui, c'est difficile. Oui, il y a plein de défis qui ont l'impression qu'ils vont nous dépasser. Mais je pense qu'on va pouvoir les faire ensemble et on ne chuchote pas là, s'il vous plaît. Oui, rien du tout. Fallait venir à l'heure. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Nollet ?
Mais moi, je voudrais repartir de ce que vous disiez au tout début. Le business as usual n'est plus possible. Et je le crois fondamentalement. Si on prend un peu de recul, si on prend un peu de hauteur, notre modèle de société aujourd'hui fait qu'en un an, on épuise les ressources que la planète ne peut pas donner. Il faudrait 4 planètes pour pouvoir continuer à vivre avec le modèle dans lequel on fonctionne aujourd'hui. Évidemment, on n'en a qu'une. Et le temps nous est compté, donc il y a une certaine forme d'urgence en la matière. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de solution? Ben non, on le sait. La diminution des ressources de la planète passe par le fait qu'on switchera, qu'on basculera d'une économie qui est trop linéaire aujourd'hui vers une économie qui est circulaire, qui réutilise les matériaux, qui dès le départ pense à la durabilité, à la moindre consommation énergétique et à la diminution des pollutions. Et moi, j'ai envie de vous voir voter aussi ce soir. Il n'y a pas que nous qui devons voter pour ça. Alors, vous avez en dessous de votre chaise un carton vert, un carton orange, un carton rouge. Non, non, c'est pas vrai. Non, enfin, non, vous voyez ce que je veux vrai. dire? J'ai envie de vous entendre dire tout à l'heure, quand on prendra un verre ou autre, oui, on y va aussi, dans un modèle qui respecte les limites de la planète, qui nous fait recoller, pas seulement sur le climat. On a beaucoup parlé de climat, on a parlé de construction, d'isolation, etc. Et c'est nécessaire. Mais aussi sur la biodiversité, aussi sur la déforestation, aussi sur les pollutions. Tout ça, aujourd'hui, on doit l'intégrer dans notre nouveau business model. Et j'ai envie de dire, et j'ai envie de vous entendre aussi dire que là-dessus aussi, on va y aller ensemble. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Madame Montréal, bienvenue. Voilà. On sait que vous avez eu un peu de difficulté avec les embouteillages, les travaux parlementaires. Enfin, voilà. Oui, le Parlement surtout. Mais donc, oui, j'imagine. On n'est pas à Voilà. Liège, c'est seulement à Liège les embouteillages. Ah. Hélas, non. Voilà, je proposais à nos invités de prendre 1 minute pour s'adresser à la salle. Donc, à vous. Mais certainement, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc excusez-moi, j'étais effectivement retenue au Parlement wallon et je n'avais pas le choix comme ministre, on est obligé d'être présent. Maintenant, ce que je voudrais alors peut-être vous adresser comme message, c'est qu'on est face à une situation qui est profondément différente de celle qu'on a connue il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on s'est lancé au sein du gouvernement dans des enjeux, par exemple, d'augmentation de taux d'emploi. Je sais que vous en avez parlé. Et puis, avec le Covid, on a un phénomène mondial, en tout cas européen et américain, qui se marque extrêmement fort sur le rapport au travail qui a profondément été modifié. Et donc, il y a des choses qu'on a mises en place, comme la réforme en profondeur du Forum, et on a essayé de mobiliser aussi et de faire des choses qui étaient assez disruptives, ou en tout cas qui sortaient des méthodes classiques pour tester d'autres solutions. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, indépendamment du travail qu'on doit faire ensemble au niveau du Forum pour s'assurer que la théorie que nous avons fait voter soit bien mise en pratique et le plus rapidement possible. Je salue d'ailleurs dans la salle la nouvelle future responsable du Forum qui va prendre ses fonctions. C'est un fameux enjeu. Elle ne sera pas seule et l'Union wallonne, vous serez aussi un partenaire pour vous assurer de la mise en place et de la collaboration qu'il doit avoir avec les entreprises. Mais je suis assez inquiète sur ce changement de rapport au travail et ce que je nous invite ensemble à faire, c'est dans le cadre peut-être de la présidence belge de l'Union européenne, nous allons avoir des discussions avec nos collègues européens et j'ai demandé sur le plan personnel, je crois que c'est vraiment un sujet qui doit nous animer parce que qu'on soit au Danemark, en France, en Allemagne, en Espagne, cette situation, elle est présente partout et de manière énorme. Et ça, c'est un réel frein au développement de nos activités économiques et c'est un réel point d'inquiétude. Alors, on doit pouvoir trouver des solutions à cette révolution qu'on n'attendait pas et qui est finalement un effet totalement inattendu du Covid. Et j'ai le sentiment que ce ne sera pas uniquement les pouvoirs publics qui devront y arriver, mais qu'on devra y travailler ensemble pour trouver des solutions, pour réenchanter le monde du travail et faire en sorte qu'il y ait une remodification du plaisir qu'on a de travailler, de l'utilité à travailler et de vouloir s'engager. C'est un vrai challenge auquel les sociétés occidentales sont confrontées.
Merci beaucoup. On y travaillera avec vous. Monsieur Boucher? Eh bien, peut-être revenir sur un élément qui était dans l'introduction, qui était de dire qu'il faut quitter les clivages, les idéologies. Ça, désolé de devoir vous le dire, que ça n'arrivera pas, pour une raison qui est très simple, c'est que c'est ce qui fait la force d'une démocratie. Des endroits où il n'y a pas de clivage, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est des endroits où effectivement les politiques ne se disputent pas entre eux, mais manifestement le choix n'est quand même pas hyper répandu. Donc moi je vous invite plutôt à autre chose, c'est à essayer d'avoir une rupture. C'est d'avoir un changement dans la manière dont les choses ont été gérées ces 40 dernières années. Parce que par rapport à ce que disait Christy Montréal, malheureusement, en Wallonie, dans certaines zones, on n'a pas attendu le Covid pour avoir un rapport particulier au travail. Monsieur Nollet, je ne vous ai pas interrompu. Et donc, on n'a pas attendu le Covid pour avoir un rapport compliqué. Donc, on doit faire différent. On doit faire différent parce que la Wallonie a tous les atouts. La Wallonie a deux grands défis, celui de l'emploi, celui de l'énergie, mais pour le reste, la Wallonie a énormément d'atouts. Un positionnement géographique qui est magnifique, un pays qui est densément servi en matière de services publics, un niveau d'éducation extrêmement élevé. Et donc, nous avons énormément de capacités pour rayonner. Alors, on dit souvent qu'on est dans une période sombre, une période de crise. Une période de crise, en fait, c'est formidable quand on est politique, parce qu'une période de crise, c'est l'occasion de dessiner et de construire une nouvelle société. Alors moi, je suis certain d'une chose, c'est que l'avenir de la Wallonie peut être radieux. Mais pour que l'avenir soit radieux, il faudra y travailler. Je vous remercie. Monsieur De Smet. Voilà, d'abord merci à tous d'être venus un soir de semaine écouter des hommes et des femmes politiques. Moi, je crois que le monde politique et le monde de l'entreprise doivent être en symbiose. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Je pense même que la démocratie se porterait un peu mieux si on avait un peu plus de profils de chefs d'entreprise sur les travées des différents parlements. À mon humble avis, si dans votre vie, vous avez déjà dû remplir une déclaration ONSS ou TVA, des trucs comme les devis de chaises à 6 000 € du Parlement wallon, vous ne les laissez pas passer de la même manière, à mon humble avis. La deuxième chose, réellement, notre région, nos deux régions, la Wallonie et Bruxelles, ont besoin d'esprit d'entreprendre comme de pain. Ça concerne l'école. Ça concerne le fait que nos enfants peuvent arriver jusqu'à l'âge de 18 ans sans savoir comment fonctionne une entreprise, sans savoir comment fonctionne le système fiscal, sans savoir comment entreprendre, sans savoir comment être créatif. Et on voit bien que l'avenir de nos régions, et on voit bien là où ça marche d'ailleurs, on voit bien que l'avenir de nos régions, il est amplement lié au fait qu'on puisse arriver à susciter le désir d'essayer quelque chose, qu'il soit possible de se planter sans que ce soit grave, qu'on puisse réessayer. Et là, le rôle des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que le changement culturel soit possible, que chacun puisse se dire je peux créer, pas forcément une entreprise d'ailleurs, on peut avoir une merveilleuse idée artistique ou associative. L'esprit d'entreprendre, ce n'est pas juste les entreprises. Mais ça nous manque fortement, nous en avons besoin comme de pain en Wallonie, à Bruxelles et de préférence ensemble. Et c'est ça que je retiens de cette belle soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Mugamangango. Il arrive tout à cette soirée, j'ai même applaudi Monsieur Boucher, tiens. C'est le début d'un grand chemin. Je ne sais pas, je crois pas, non. Non, mais d'abord, vous remercier parce qu'effectivement, voilà, c'est pas le type de soirée à laquelle j'ai l'occasion de participer très régulièrement. Et je crois que c'est vraiment, en fait, des moments qui sont importants parce que, oui, comme vous l'avez vu, j'étais franc et honnête avec vous. On va avoir des débats, on va pas être d'accord, mais on est effectivement face à des crises. Donc à plusieurs crises. Et je suis assez convaincu d'une chose, c'est que en fait, ces crises, on ne pourra pas les affronter sans votre expérience, sans votre vision du terrain, sans votre diversité. Et donc, au-delà des débats, au-delà des contradictions, je crois que je suis probablement venu ici avec quelques préjugés. Peut-être vous aussi, vous êtes venu avec des préjugés. Et que si cette soirée, elle a finalement contribué à émousser ces préjugés, alors c'est une réussite. Merci. Je t'applaudis aussi. Encore merci à tous pour cet excellent débat et ces minutes de conclusion très intéressantes, je pense. Je vous invite à rejoindre votre place et alors je vais inviter notre président Pierre Mottet à nous rejoindre pour conclure cette soirée. Voilà.
Voilà. Chers amis, la fois passée, j'ai dit camarades, si vous vous en souvenez, camarades entrepreneurs. Hein, camarades entrepreneurs. Je suis bien sûr ravi de vous voir après cette soirée, après cet échange extrêmement riche, dont on m'a demandé de tirer les conclusions. Alors, quelles conclusions peut-on tirer de ce bel échange? D'abord, j'ai noté que, comme nous tous, vous aimiez la Wallonie, même de Bruxelles. Ensuite, et ça m'a un peu surpris quand même, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de convergence, en tout cas jusqu'au dernier tour de parole. Il y avait beaucoup plus de convergence dans les positions que ce qu'on a l'habitude de lire dans la presse. Je pense qu'il n'y a pas eu, j'ai failli dire ni au propre ni au figuré, mais Madame la Ministre, vous êtes arrivée, il n'y a pas eu de rouge ce soir sur les gradins, puisque personne n'a voté contre aucune des propositions. J'avais presque l'impression qu'on pourrait tous vous proposer d'être membre de l'Union Wallonne, en fait. Alors, peut-être dans un cas, ça peut être difficile, mais on peut en parler. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Et donc, que, en fait, les challenges qui sont les nôtres, l'emploi, l'énergie, l'action publique, en gros, notre compétitivité à nous comme entreprise, ces challenges qui sont les nôtres sont ceux que tout le monde reconnaît. Moi, ça me semblait certain. Mais ce qui me semblait certain aussi, c'est que ce soit avant les élections ou après les élections, il y a urgence pour passer à une vitesse supérieure. On l'a dit, on ne peut plus se complaire dans le business as usual, ni d'ailleurs dans les petits arrangements entre ennemis. On ne peut pas continuer à dire qu'il y a urgence climatique absolue et devoir attendre plus de 6 ans pour qu'on délivre un permis pour une éolienne. On ne peut pas continuer à dire qu'on manque d'énergie verte a fortiori et attendre la boucle du Hainaut comme on attend Godot. On ne peut pas continuer à regarder tant de nos citoyens s'enliser dans le chômage, alors que les entreprises cherchent des dizaines de milliers de collaborateurs, même sans qualification. On ne peut pas continuer à endetter nos générations futures pour payer le bien-être de nos générations présentes, dans l'espoir de gagner quelques voix. Par-delà les divergences idéologiques, nous allons devoir réaliser cette révolution pour la Wallonie, qui est de passer de la vision à long terme au plan d'action pour y arriver et de mettre en œuvre rapidement et efficacement ensemble ce qui a été décidé. La transition énergétique et environnementale, on l'a répété dans moult témoignages, va demander des sommes colossales qui ne sont pas sur la table. Pour financer cette transition, tout en protégeant notre qualité de vie, nous avons besoin d'un environnement qui permette aux entreprises et aux indépendants d'être compétitifs. Nous avons besoin de pouvoir travailler avec l'administration, je voudrais dire avec nos services publics, dans un a priori de collaboration et de confiance. Et on a vu que ça peut payer. Nous avons besoin d'une énergie décarbonée, mais pas plus chère que chez nos voisins. Nous avons besoin de pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui veuillent s'engager avec nos entreprises pour créer notre prospérité collective. Et ce dernier point, je le rejoins, est sans doute la première des priorités. Parce que le chômage est un drame. Le chômage est une destruction de l'âme pour celles et ceux qui la vivent sur une longue durée. Et parce qu'exercer un travail est la voie la plus sûre pour sortir de la précarité. Parce que le premier pas, qui serait de trouver les 45 000 personnes que les entreprises cherchent, c'est d'abord donner ou redonner à des jeunes et des moins jeunes un sens à se lever tous les matins en contribuant à la prospérité de tous. Mais aussi, parce que 45 000 chômeurs de moins,
c'est plusieurs milliards de moyens publics par an, en plus, à investir dans la transition. On a parlé de différents exemples dans lesquels on pourrait investir, dans la qualité et la compétitivité de notre présent et de notre futur, ou simplement dans la réduction de la dette qui pèse déjà sur nos petits-enfants. Alors, ramener 100 000 personnes à l'emploi et sans chasse aux sorcières, moins de complaisance envers les fraudes, qu'elles soient financières ou sociales, c'est sans doute pouvoir se doter d'un plan de relance tous les ans, ou réhabiliter nos friches, ou rénover un quart de nos passoires énergétiques tous les ans, sans impôts supplémentaires, juste en appliquant ce qui a déjà été décidé. Les pénuries ne sont pas une fatalité, surtout quand on n'est pas comme nos voisins dans une situation de plein emploi. Mais y remédier demande de donner beaucoup plus envie de revenir au travail. On l'a dit aussi, en multipliant les efforts pour supprimer un par un tous les pièges à l'emploi et en accompagnant mieux et de plus près ceux qui se sont éloignés du travail. On l'a aussi évoqué dans le débat. Quitte, et c'est important, à faire accepter qu'on ne trouve pas toujours l'emploi de ses rêves, celui pour lequel on s'est formé, mais que contribuer à la société plutôt que de vivre à ses dépens doit être réalisé à toute force. En étant fier de travailler, comme le dit un de nos sponsors d'ailleurs. Sans un nouveau pacte social, sans une vraie collaboration entre partenaires sociaux et environnementaux, la Wallonie va continuer à s'appauvrir collectivement et à se disputer une couverture sociale de plus en plus petite. C'est pourquoi, si Rome ne s'est pas faite en un jour, il est capital de pouvoir montrer rapidement des signes de redressement. Et on a tous envie de les voir. Pour redonner envie et confiance à nous-mêmes, à nos enfants et nos petits-enfants, aussi à nos banquiers et à leur crédit, mais aussi à nos amis du Nord, pour nous éviter l'infamie de refaire ce troc, leur argent, contre nos droits de francophones. Et par ce début de redressement dans lequel je veux croire, pour lancer la révolution culturelle dont notre région a besoin. Une révolution basée sur plus de confiance entre nous et en nous, sur plus de responsabilisation individuelle, sur plus de citoyenneté et sur pas moins de solidarité envers ceux qui en ont besoin. Cette révolution culturelle, elle n'aura lieu, je sentais quand même beaucoup de bonnes vibrations ce soir, elle n'aura lieu qu'avec la participation de tous. Et pour tout ce que nous demandons, nous sommes évidemment prêts à faire notre part, avec les équipes de l'Union Wallonne, avec tous nos membres qui s'impliquent à nos côtés, et parmi ceux-ci, nos partenaires et sponsors, qu'ils soient historiques ou plus nouveaux. Ils savent, chacune et chacun, à quel point leur action et leur soutien sont essentiels. Merci à eux, merci à vous. Enfin, et pour conclure, puisque cette soirée est sous le signe du débat, nos invités de marque ont certainement des choses à vous dire pour plus de 8 minutes. Alors je vous invite à poursuivre ce débat avec eux, un verre à la main. Voilà déjà une décision pour laquelle je compte sur vous pour une mise en œuvre rapide. Merci et bonne soirée.